Camarades, bonjour. Bienvenue dans la cour secrète des arcanes, et dans cette première vidéo où nous allons voir ensemble la question du tabac au cinéma. Entre la représentation qui en est faite à l'écran ou la question publique de présenter l'action de fumer dans un médium de masse, le tabac fait partie intégrante de l'histoire du cinéma, qu'on le veuille ou non. À l'évidence, la première cigarette au cinéma se fait dans un des films des frères Lumière, notamment la sortie de l'usine Lumière à Lyon numéro 3, où on peut voir ce gars-là fumer une clope. J'ai regardé les deux premières sorties de l'usine Lumière sans voir qui que ce soit fumer, donc je pense que c'est une des premières représentations de la consommation de tabac. On a aussi ce type-là dans L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat. Ces deux films sont de 1897. Et en 1895, place des Cordeliers à Lyon, je crois qu'on voit une pipe ici. Pour moi, c'en est une, mais bon, la qualité de l'époque fait que c'est compliqué de le voir. Bref, tout ça pour dire que la première représentation de la consommation de tabac s'est probablement faite au travers d'un des films des Frères Lumière, ou d'une de leurs premières caméras qui capturait la vie quotidienne à travers le monde, dans les premières années après qu'ils aient mis au point leur invention. Mais les choses vont réellement basculer en 1927. Al Jolson est à l'affiche de The Jazz Singer, dont il tient le rôle principal. Ce film est considéré comme étant celui qui déclenche l'ère du cinéma parlant et annonce la fin du cinéma muet. La même année, il accepte de faire de la publicité pour Lucky Strike et Warner Bros. Il va déclarer dans un journal « Talking pictures demand a clear voice. Toasting kills off all the irritants, so my voice is clear as a bell in every scene. Folks, let me tell you, the good old flavor of Lucky's is as sweet and soothing as the best mammy song ever written. » Déjà à l'époque, une enquête du Federal Trade Commission a conclu que la publicité était évidemment mensongère. Mais c'était trop tard, Al Jolson venait de participer au démarrage de l'ère du lobby du tabac à Hollywood, et la grande amitié entre les studios et les marques de cigarettes pouvait démarrer. La même année, c'est King Vidor qui déclarera pour la même marque « It is wonderful to find a cigarette that relaxes your nerves and at the same time insures you against throat irritation, a condition from which film directors are bound to suffer ». Non seulement Al Jolson associe la cigarette au nouveau film parlant qui arrive, mais lui, comme King Vidor, parle d'un confort physique et pas forcément juste d'une question d'image personnelle. Lucky Strike est probablement une des marques les plus importantes des États-Unis et la plus associée au cinéma. La marque a travaillé longtemps en payant des actrices pour qui elle parle d'elle. Par exemple, à partir de 1937, des stars comme Gary Cooper, Joan Crawford, Clark Gable ou Spencer Tracy sont payés 10 000 $ chacun pour promouvoir la marque. La même année, Carole Lombard va jusqu'à déclarer « In making Swing High, Swing Low, there was an unusual strain on my throat. I could smoke Lucky's all day without throat irritation. Most others on the set also prefer them. » Toujours la même année, Myrna Loy témoigne « It's always easy for me to get a Lucky from Joan Crawford or Clark Gable. Or even from most of the newcomers to the studio. » Ce que les témoignages de Carole Lombard et Myrna Loy disent, c'est que désormais, Lucky Strike s'est imposé autant à l'écran que dans l'industrie. Les acteurs, les actrices, les réalisateurs, les techniciens, tout le monde fume des Lucky sur le tournage. À partir de 1940, les compagnies de tabac sponsorisent des émissions de radio qui représentent des stars se reposant entre deux prises de tournage. Durant ces émissions, on parle autant du nouveau film que de la marque préférée des stars invitées. Ça donne des situations un peu hors sol, comme par exemple Jack Benny qui parle avec Lauren Bacall pendant le tournage de To Have and Have Not d'Howard Hawks. Une séquence complètement scriptée, évidemment, où Lauren Bacall se retrouve à comparer une cigarette avec l'appareil génital masculin et à dire combien une cigarette la comble. You got a cigarette? A cigarette? Yes, yes, yes. Here you are. Thanks. Match? Match. You know, Lauren, that cigarette I gave you is a Lucky Strike. I know, and it's my favorite brand, too. Really? Yeah. They're so round, so firm, so fully packed. À partir des années 50, l'industrie du tabac va se tourner vers la télévision où l'image positive véhiculée par les émissions et les séries est désormais quotidienne. Par exemple, les cigarettes Winston sont présentes dans le dessin animé The Flintstones. How's about taking a nap? Hey, I got a better idea. Let's take a Winston break. Néanmoins, la collaboration entre l'industrie du tabac et Hollywood pendant son âge d'or aura des conséquences jusqu'à aujourd'hui, notamment en participant à créer des personnages archétypaux du cinéma indissociables de la consommation de tabac. En effet, une des façons d'installer la consommation de tabac de façon pérenne au cinéma était de l'intégrer au processus d'écriture, de création de personnages, et donc de pouvoir se cacher derrière un besoin artistique pour justifier de l'existence de cigarettes à l'image. Par ailleurs, comme toute action du quotidien, l'action de fumer permet de rendre compte de l'état de quelqu'un. Une personne stressée ne va pas fumer de la même façon qu'une personne détendue. De même qu'une personne buvant du café ne va pas le faire de la même façon en étant énervée ou heureuse. Mais évidemment, on constate beaucoup plus de scènes où cela est retranscrit par une cigarette plutôt que par un café.
Dans beaucoup de genres, on retrouve donc des personnages emblématiques qui fument. On a par exemple le personnage du détective avec sa pipe comme Sherlock Holmes, Hercule Poirot ou Rouletabille. C'est l'image de la femme fatale des polars avec son porte-cigarette ou celle de l'inspecteur désabusé en impair qui fume dans les ruelles obscures de la ville. On a les westerns qui ont participé énormément à bonifier l'image de la cigarette. Le cow-boy héroïque fume plutôt des cigarettes proches de celles industrielles qu'on connaît aujourd'hui. Les cow-boys anti-héros par contre fument des cigarios. Les chasseurs de primes, curieusement, fument plutôt des pipes. Et le banquier ou le maire de la ville consomme des cigares. La femme de bonne famille par contre, qui est à l'époque l'image idéalisée au cinéma de la femme au foyer, ne fume pas. Dans les films de guerre également, on retrouve le personnage du haut gradé qui fume des cigares, de Floride ou de Cuba, suivant s'il est américain ou communiste. Miami, my friend, is not Cuba. Enfin, les gangsters fument aussi. Ce qu'ils consomment, par contre, va varier dépendamment d'où ils se trouvent dans la hiérarchie criminelle. Par exemple, Tony Montana dans Scarface fume des cigarettes au début du film et des cigares à la fin. Entre les années 50 et la fin des années 70, on assiste à une baisse de la consommation de tabac au cinéma. Déjà, on est en plein dans la période des révélations de l'impact du tabac sur l'humain, donc l'image de la cigarette n'est plus aussi positive qu'avant. Mais il y a aussi un élément majeur qui va tout changer. La fin du contrôle des studios sur la vie des stars. Cela va faciliter énormément de choses puisque désormais les stars pourront refuser de fumer ou de faire la promotion de marques de cigarettes sans que cela n'ait d'impact sur leur carrière. En effet, il y a peu de chances que Lauren Bacall ait accepté de participer au talk-show de Jack Benny de son plein gré. Il y a fort à parier que toutes ces stars se soient vues obligées de le faire sous peine de ne pas pouvoir jouer dans tel ou tel film, parce que c'était dans leur contrat tout simplement. Toujours est-il que la cigarette va faire son retour dans les années 80 sous la forme de placement de produits, et en plaçant la cigarette dans des moments positifs ou iconiques entre les mains de personnages charismatiques. Et je pense qu'il faut aussi noter qu'il n'y a pas eu de travail de fond au sein de l'industrie pour changer les archétypes établis pendant l'âge d'or. Pourtant, en 30 ans, ça aurait été possible de le faire. Entre 1978 et 1988, Philip Morris va payer pour faire apparaître leur marque dans 191 films. Il y a aussi l'explosion du genre du film d'action qui va ramener une partie de l'image du militaire pour l'appliquer sur l'action man, notamment le fait de fumer. D'autant plus que, pour des actionneurs bodybuildés, on peut aussi tourner ça de façon à dire que même le tabac n'a pas d'impact sur leur musculature et leur santé et ils peuvent se permettre de tout cogner sur leur passage, même en fumant des cigares. Ce qui va mener par exemple à un contrat entre Sylvester Stallone et la marque Brown & Williamson pour qu'ils fassent apparaître leurs cigarettes dans 5 films. Aux États-Unis, il faudra attendre la fin des années 80 pour que des associations de lutte anti-tabac arrivent à amener le sujet jusqu'au Congrès en 1989, et pour que l'industrie du tabac arrête les placements de produits dans les films états-uniens. Désormais, si les cigarettes doivent apparaître dans un film parce que c'est établi comme ça dans le scénario, les fabricants peuvent proposer leur marque, mais ne payent plus les studios derrière. Néanmoins, il faudra du temps pour que cela s'applique concrètement et les années 90 verront quand même une importante représentation du tabac au cinéma. En 1998, les principales marques de tabac états-uniennes et 46 États signent le Master Settlement Agreement. Notamment, ils se mettent d'accord pour interdire définitivement les placements de produits. Pourtant, la représentation du tabac continuerait d'augmenter depuis, d'après les articles de journaux que j'ai pu trouver ici et là. Et les archétypes ont toujours la part belle à l'écran. C'est le détective qui fume des cigares au lieu d'une pipe dans Knives Out, ce sont les femmes fatales dans The Spirit ou Sin City. On a bien des films ou des séries qui parlent de ces sujets de façon plus ou moins explicite. Thank You for Smoking de Jason Reitman parle du lobby du tabac et de jusqu'où les lobbyistes sont prêts à aller pour rendre populaire la consommation de cigarettes. On a Mad Men qui va montrer l'hypocrisie de l'industrie du tabac et de l'advertising dans les années 60 et va aborder l'impact sur la santé plusieurs fois, notamment au travers du personnage de Betty Draper ou aussi de toutes les séquences chez le médecin. On a Rock'n'Rolla qui va entretenir un discours sur la cigarette dans une de ses scènes. One of your personalities is seduced by the illusions of grandeur. A gold packet of king size with a regal insignia. An attractive implication toward glamour and wealth. A subtle suggestion that cigarettes are indeed your royal and loyal friends. And that, Pete, is a lie. Written in boring, bold, black and white is the statement that these neat little soldiers of death are in fact trying to kill you. And that, Pete, is the truth. Les choses ont aussi changé dans l'industrie du cinéma en coulisses, puisque depuis les années 80, généralement, les actrices ne fument plus de réelles cigarettes sur le tournage et ont des cigarettes factices, comme les Morleys ou plus récemment les Ecstasy Cigarettes, utilisées sur le tournage de Mad Men. Il sera aussi intéressant dans quelques années de voir l'évolution depuis le milieu des années 2000. En effet, les majors états-uniennes de ces dernières années ont quand même baissé la consommation de tabac dans leurs films de façon drastique. Notamment, les détracteurs du Marvel Cinematic Universe ne peuvent pas lui enlever le fait que quasiment personne, voire personne, ne fume dans ses films. En France, la valorisation du tabagisme dans les films est régulièrement dénoncée. En 1976, Simone Veil passe la loi Veil, qui interdit la publicité du tabac à la télévision et à la radio. En 1991, la loi E20 a été promulguée au Parlement.
Entre autres choses, elle interdit la consommation de tabac dans les lieux publics, mais elle interdit aussi toute propagande directe ou indirecte en faveur du tabac. Cela va mener notamment à des soi-disant polémiques comme le refus de mettre l'affiche du film Gainsbourg Vie héroïque ou Coco Chanel et Igor Stravinsky dans les métros de Paris. En 2017, la sénatrice socialiste de la Sarthe, Nadine Grelet-Certenais, interpellait Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé. Il faut aller au-delà du porte-monnaie, en s'intéressant notamment aux incitations culturelles à fumer. Je pense par exemple au cinéma qui valorise la pratique. La Ligue contre le cancer démontre dans une étude récente que 70% des nouveaux films français mettent à l'image au moins une fois une personne en train de fumer. Ça participe peu ou prou à banaliser l'usage, si ce n'est à le promouvoir auprès des enfants et des adolescents qui sont les premiers consommateurs de séries et de films, sur internet notamment. Le cinéma fait de la publicité détournée pour la consommation de tabac. En réponse, Agnès Buzyn a déclaré vouloir prendre de nouvelles mesures en interdisant complètement la représentation de consommation de tabac dans l'industrie du cinéma français. Cette déclaration a provoqué un tollé général à l'époque. Les uns, comme le sénateur David Assouline, parlent d'un projet de loi bidon qui demanderait alors ensuite de faire la même chose pour les alcools et les autres drogues. Les autres, comme le réalisateur Lionel Bayer, prétextent que le cinéma n'a pas à être moralisateur, que si on fume dans notre société, il est logique qu'on fume à l'écran également. Et qu'avant toute chose, il faudrait d'abord que les politiques exercent leur influence pour rendre la cigarette illégale. Le 31 mai 2021, la Ligue contre le cancer a de nouveau alerté l'opinion publique sur le sujet. Notamment, ils ont remarqué que malgré les lois en vigueur dans notre monde réel, les films continueraient de représenter des scènes de tabagisme dans des lieux de travail, ou dans des cafés, restaurants et discothèques. Ils ont d'autant plus alerté sur le sujet qu'avec le confinement, 66% des jeunes de 18 à 24 ans passent plus de temps devant des films ou des séries. Clairement, sur le territoire français, c'est un sujet qui n'a pas fini de créer du débat. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Il y aurait encore beaucoup à dire, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, vous abonner avec la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, et partager cette vidéo autour de vous. C'est comme ça que vous pourrez m'aider et aider à développer cette chaîne. Également, vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur mon compte personnel ou mon compte lié à ma chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut! Bon, enfin... Tu fais passer pour qui?